Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation à venir partager avec vous quelques réflexions. Si je vous disais que je ne sais plus par quel bout prendre les choses, vous allez commencer à dire « ben ça s'aggrave ». Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ne s'arrange pas. Je le reconnais. Je le reconnais. Alors je suis sensible à deux ou trois choses. D'abord, merci docteur de la modestie de vos propos. C'est tellement rare de voir un médecin dire « nous ne savons pas ». Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire, ça ne les disqualifie pas. Ils ne savent pas. Et bien voilà, ils ne savent pas. On va donc les accompagner dans la recherche nécessaire, les soutenir là-dedans. Ils ont besoin de nous. Formidable, d'accord? Mais avouons que ce n'est pas si fréquent. Donc, premier élément. Deuxième élément, j'espère que j'aurai moi-même au moins autant de modestie, parce que moi aussi, les témoignages avec lesquels nous avons commencé l'après-midi m'ont très profondément remué, évidemment, et devant tant d'émotions, tant de difficultés, tant de souffrances pour les uns et les autres, mon Dieu, comment parler ensuite, comment ajouter quelque chose? Alors, ces quelques précautions étant prises, il me semble que, comme sociologue, la fonction du sociologue, c'est d'essayer de chercher du sens, d'essayer de comprendre. Durkheim, qui a été un des fondateurs de la sociologie moderne, contemporaine, avait cette phrase que je trouve tout à fait d'actualité: nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Autrement dit, si je suis sociologue, c'est pour essayer de comprendre ce que vivent mes contemporains. Que vivons-nous? Alors, il me semble que, du point de vue de la maladie d'Alzheimer, nous vivons des choses tout à fait étonnantes. C'est drôle, la médecine dont nous attendons tant nous dit peu de choses de la maladie d'Alzheimer, peu de choses de sa nature, et certains scientifiques, neurologues, médecins, neuroscientifiques, etc., se disputent entre eux pour savoir si c'est une maladie, si ça n'en est pas une, si... Bref, de quoi parlons-nous? Difficile. Et alors, comment soigner? On l'a vu à l'instant, à peu de choses près, le vide. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas être attentif, à l'écoute, accompagner, prendre soin des personnes, etc. Et tout va tellement mieux lorsque toutes ces démarches d'attention, on a entendu depuis le début de l'après-midi des mots magnifiques comme l'empathie, l'attention, la compassion, etc. Tous ces mots ont une valeur évidemment extrêmement importante. Alors, par rapport à la maladie d'Alzheimer, une réflexion comme ça, on l'a noté, c'est au début des années 80 qu'on commence à utiliser ce terme, à porter ce souci. Alors avant, il n'y en avait pas? Tiens. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, moi, comme sociologue, j'observe qu'au fond, chaque époque a sa maladie. Une maladie plus ou moins envahissante, plus ou moins maîtrisée, que l'on connaît à peine, mais vous vous souvenez, par exemple, de la lèpre. Qui parle encore de la lèpre en France?
parce qu'ailleurs, mais en France, terminé. Bon, mais vous vous souvenez, allez, beaucoup plus récemment, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, nous nous souvenons par exemple de la tuberculose, qui faisait partie, lorsque moi j'ai fait mes études, etc., de ce que l'on appelait les fléaux sociaux, qui étaient la syphilis, la tuberculose, et puis le troisième, bon, bref. Pourtant, il y en avait un troisième. L'alcool, mais bien sûr, l'alcoolisme, évidemment. Mais j'aime trop ça pour le retenir comme un fléau véritable. Bon. Donc, voilà, les fléaux. Alors, on se souvient de la tuberculose, et on se souvient, évidemment, d'un traitement de la tuberculose qui date d'avant la découverte du vaccin, mais on se souvient des sanatoriums, dans des centres hélio quelque chose, hélio marin, parce que un peu d'iode, un peu de sel et du soleil, ça pouvait quand même faire que du bien, tout ça. Bref, on se souvient de la tuberculose, et puis on se souvient, allez, encore plus récemment, à la fin du XXe siècle, on en parle encore, mais on se souvient de l'explosion du sida. Bon. Et puis, alors le sida, je ne dis pas qu'on en ait réglé les difficultés, mais on a beaucoup avancé, et au fond, après le sida, eh ben, Alzheimer. D'accord? Oui? Bien. Il me semble que Alzheimer est sans doute une maladie pour notre époque, j'ose dire une maladie de notre époque, et je vais jusqu'à dire une maladie de société. Alors, vous pourrez trouver que j'exagère un peu, vous avez bien le droit, et puis j'entends déjà des gens qui me diront oui, ben c'est bien joli ce que vous racontez, mais c'est pas avec ça qu'on va soigner les malades. Oui, j'en conviens, mais j'aime beaucoup ce que vous proposez, un autre regard. Oui, et bien c'est peut-être comme ça qu'on pourra poser un autre regard, et au fond, cet autre regard, quel peut-il être? Eh bien, il me semble qu'il peut essayer de nous suggérer la chose suivante. Ce n'est pas parce que nous avons très peu de choses à dire de la maladie d'Alzheimer que eux, les malades, ne disent rien. Que disent-ils donc? Et de quoi nous parlent-ils? Et je fais volontiers l'hypothèse que les malades parlent et nous parlent d'une société malade. J'emprunte une partie de ma démarche à Françoise Dolto. Alors, la mode aujourd'hui, c'est évidemment Dolto, non bah arrêtez, Dolto, enfin, quand même, Dolto, les parents qui... Dolto, l'enfant roi, tous ceux qui ne l'ont pas lu, évidemment, critiquent Dolto avait, à propos de l'enfant porteur de pathologie, avait de temps en temps, et elle n'en faisait pas une règle, elle avait tellement plus de discernement et d'intelligence que cela, de temps en temps elle disait attention, on a peut-être affaire à un enfant symptôme, c'est-à-dire un enfant porteur de symptômes, symptômes d'un mal qui ne lui appartient pas, mais d'un mal qui est peut-être le mal d'un entourage, d'un milieu familial, ou d'un milieu social, ou d'un milieu scolaire, ou d'un milieu... Tiens, l'enfant porteur du mal de son milieu. Alors, toute proportion gardée, je ne veux pas jouer les psychanalystes, que je ne suis pas, je veux pas... Mais toute proportion gardée, et en hommage à Madame Dolto, pour qui, moi, je garde beaucoup de respect, je me dis, au fond, mais... Et si les malades d'Alzheimer, avec les symptômes que l'on connaît, pouvaient être considérés, alors oui comme des malades,
parce que oui, oui, je ne fais pas partie de ceux qui disent foutaise, non. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'il n'y a rien à savoir. D'accord? Donc, oui. Mais il est possible que nous puissions les regarder non seulement comme porteurs de leur maladie, mais comme porteurs d'un mal qui leur appartient peut-être moins qu'il n'y paraît, d'un mal dont nous serions, nous, société contemporaine, française contemporaine, dont nous serions porteurs. Nous, société française contemporaine, mais pas uniquement société française, ce serait vrai pour, globalement, la société occidentale, et puis, au-delà de la société occidentale, au fur et à mesure que nous exportons dans toutes les contrées du monde nos modèles de fonctionnement économique, social, etc., comment voulez-vous qu'ils ne produisent pas là-bas les effets qu'ils ont produits ici? Donc, quelque chose qui s'étend. Au fond, je peux regarder ces vieillards comme porteurs de symptômes, mais je peux les regarder comme des vieillards, symptômes d'un dysfonctionnement sociétal, de dysfonctionnements sociétaux. Alors, j'avance dans mon raisonnement. On sait que les malades d'Alzheimer présentent un certain nombre de symptômes dont il nous arrive même quelquefois de sourire. Bon, allez, ça devient même quelquefois une espèce de facilité, y compris chez les jeunes ou chez les très jeunes, qui me regardent et qui disent « Oh, ben c'est Alzheimer qui... » D'accord? C'est-à-dire désorientation dans le temps, désorientation dans l'espace, amnésie, c'est-à-dire trouble de la mémoire, effectivement, et puis difficulté à établir des échanges verbaux, trouble du langage, ou bien trouble de la relation, trouble de l'identité. Bon. Ouais. Alors, regardez, désorientation dans le temps. Nous venons, dans les 30 dernières années, nous venons de modifier très profondément notre rapport collectif, sociétal. Vous me pardonnerez d'employer ce terme, il n'est pas dans le dictionnaire. Hein, mais sociétal se rapporte à la société, d'accord? Alors que social se rapporte aux relations qui s'y tissent, d'accord? Je parle bien de société, d'accord? Donc nous venons sociétalement de modifier très profondément notre rapport au temps. Je m'explique. Il y a peu encore, je dis 30 ans, mais allez, ça peut être 40 ou ça peut être 20, ça m'est égal. Nous vivions un rapport au temps essentiellement fondé sur la durée. Avait de la valeur ce qui durait, ce qui pouvait durer. Je me souviens, par exemple, de ma propre mère, m'emmenant, quand j'étais gamin, ou même adolescent, acheter un veston. Un veston. Vous voyez bien qu'il est barge, le mec, quand même, là. Hein, bon, alors, acheter un veston dans un magasin de vêtements, etc. Et elle était capable, comme ça, au toucher, d'accord, de palper la qualité du drap ou du lainage. Entrez donc aujourd'hui dans un magasin, puis vous direz « Bonjour madame, je voudrais un veston en lainage. » Ou en drap. Ah? Non. Vous voyez? Un veston, elle pouvait accepter de payer un peu plus cher, enfin, c'était pas très facile de payer plus cher, mais bon, elle pouvait accepter de le payer un petit peu plus cher si elle avait la conviction qu'il pourrait durer. Alors, avouons-le, il y a déjà un moment que nous achetons des choses et que nous acceptons de les payer plus cher
bien qu'elles ne durent pas. Mais pire que cela, depuis quelques années, nous acceptons de les payer plus cher pour qu'elles ne durent pas. Exemple. D'accord ? Voilà. Nous aurions aujourd'hui la capacité technologique de fabriquer des téléphones portables qui pourraient fonctionner pendant 50 ans. Qui est-ce que ça intéresserait ? Voilà. D'accord ? Nous acceptons de le payer plus cher pour qu'il ne dure pas. Alors c'est vrai de la technologie du téléphone portable, mais c'est vrai de la bagnole, c'est vrai des ustensiles que nous avons dans nos maisons, c'est vrai de l'équipement électroménager, c'est vrai. D'accord ? Quelle est la durée de vie d'un réfrigérateur ? J'ai failli dire un frigidaire, vous vous rendez compte ? C'est le frigidaire, à l'autre. Bon, quelle est la durée de moyenne ? Mais autrefois, on fabriquait des frigos qui pouvaient durer 40 ans. Ben oui, mais alors... voilà. D'accord ? Bien. Alors, vous voyez comment, en quelques années, nous sommes passés d'une société dont le rapport au temps était fondé sur la durée à un rapport au temps fondé sur l'instant. A de la valeur ce qui ne dure pas. L'éphémère. Société de l'éphémère. Bien. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on gère en flux tendu. C'est-à-dire sans délai. Je ne peux pas supporter qu'entre ma commande et la satisfaction de ma commande, on m'impose un délai. Mais il y a encore quelques années, on formulait une demande avant de passer commande. Terminé. Non, entre ma commande et la satisfaction de ma commande, et alors... et si vous n'êtes pas capable de me donner satisfaction dans l'instant, bah écoutez, il va falloir revoir votre process de machin, de trucs et tout bazar. Société malade de son rapport au temps. Autre point d'appui. Nous n'avons jamais vécu autant de temps. Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps. L'espérance de vie a gagné considérablement au cours des siècles derniers, du dernier siècle, de la seconde moitié du XXe siècle en particulier, au point que nous atteignons aujourd'hui des durées moyennes d'existence auxquelles nos parents, grands-parents ne pouvaient même pas songer. 86 ans pour les femmes, en moyenne, 80 ans pour les hommes. Voilà. Durée moyenne d'existence incroyable. On n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais autant manqué de temps. C'est tout notre rapport au temps. Regardez la course dans laquelle nous sommes, la vitesse, la très grande vitesse. Et le symbole du TGV de ce point de vue-là est extraordinaire, avec des slogans merveilleux, le TGV, l'avion, etc., qui nous expliquent que ça raccourcit les distances. Ah bon ? Ça raccourcit. Moi j'habite Poitiers, je viens à Carcassonne. Oui, c'est vrai, Carcassonne est quand même beaucoup plus près de Poitiers qu'autrefois. Non mais... de qui se moque-t-on ? Vous voyez ? Très grande vitesse. Parce qu'en dessous de ça, quand même, très grande vitesse. Bon. Bref. Alors, pour masquer tout cela, on utilise une expression absolument merveilleuse, qui est un cache-misère fabuleux. Nous vivons dans la société du temps réel. Temps réel. Ah oui ? Qu'est-ce que c'est que le temps réel ? Eh bien, et je n'exagère pas, le temps réel, c'est justement la déréalisation du temps. Un temps réduit à l'instant. D'accord ?
Or, l'instant n'a pas d'épaisseur. L'instant, le temps réel, le temps réel, ce serait normalement la conjugaison, je joue à peine sur les mots, du passé, du présent et du futur. Mais dans cette condensation du temps à l'instant, à 14 km de chez moi, il y a futuroscope. Enfin, ils sont tombés sur la tête. Le futuroscope. Venez avec moi, je vais vous scoper, c'est-à-dire vous montrer le futuro. Je vais vous montrer le futur. Mais le futur, par définition, n'existe pas. Je vais donc vous montrer ce qui n'existe pas. Formidable. D'accord. Mais ça fait rien, on y va. Pire, on paye. Ah, il y a des choses intéressantes au futuroscope. Hein. Par exemple, les contrats de travail de ceux qui... Ne le répétez pas. Hein. D'accord? Eh oui. Ou les qualifications professionnelles de ceux qui travaillent. Oui. Par exemple, il faut quand même au moins une maîtrise d'anglais pour être hôtesse d'accueil, parce que pendant plusieurs heures par jour, vous direz « You're welcome ». You're welcome. C'est pas mal quand même, hein. Alors si c'est ça, le futuro qu'il faut scoper, alors vous me direz, mais non, mais c'est quand même le centre de l'image, enfin c'est le parc d'attractions de l'image. Ah oui, c'est vrai. Alors j'y suis allé pour voir, je vous promets que c'est vrai, j'y suis allé. Et vous savez quelle est l'attraction numéro 1? Non. Lapin crétin. Lapin crétin. Alors voilà, je vais vous montrer le futur. La culture du futur. Lapin crétin. Ah. Quelquefois, je me dis, mais au fond, les malades d'Alzheimer, c'est eux qui ont raison. Parce qu'ils vont plus au futuroscope depuis longtemps, hein. D'accord? C'est eux qui ont raison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, futuroscope, je m'en sers, je blague, et puis vous avez bien le droit d'y aller, et puis vous avez même le droit de l'apprécier, et de rigoler quand vous y allez, et emmenez-y vos petits-enfants, parce que ça vous fera une bonne balade, et puis... Mais quand même, comment parle-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Dans cette société de l'instant, dans cette société de l'éphémère, comment voulez-vous que la vieillesse trouve sa place et soit valorisée? Les vieux, ça dure. Faut du temps pour faire un vieux. Beaucoup de temps pour faire un très vieux. Terminé. Comment voulez-vous que la vieillesse trouve une place appréciable, appréciée, honorable et honorée? Du coup, la vieillesse, elle devient un problème, le problème du vieillissement de la population. Moi, je peux vous en parler. Le problème du vieillissement de la population est... il va falloir payer les retraites, vous ne vous rendez pas compte. D'accord? Le problème du vieillissement de la population. Et puis ce problème, pour répondre aux questions des auditeurs, ce soir, eh bien, on va inviter le docteur un tel, le professeur machin, et encore le docteur. Ce qui fait que ce problème, on va le construire en maladie. D'accord? Ah. Et maladie qu'il faut éradiquer. Alors il y a en France aujourd'hui au moins 6 diplômes de médecine anti-âge. Moi je croyais que la médecine avait vocation à m'accompagner dans l'âge. J'espérais moi mourir de ma belle mort, au bout de l'âge. Non, médecine anti-âge. Une médecine qui se donnerait comme objet de lutter contre l'âge. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Alors, que les laboratoires, l'industrie cosmétique, etc., nous vendent des crèmes anti-rides, déjà, c'est quand même un peu suspect. Mais qu'en plus, elles nous vendent des crèmes anti-âge, qu'on les achète, c'est bien fait pour nous, on n'est pas obligé. Mais que la médecine, d'accord,
Mais pour que ça se vende bien, il faut qu'à la télé, il y ait un pseudo-toubib en blouse blanche qui dise « Testé en laboratoire ». Ah. Alors si c'est testé en laboratoire, alors là, d'accord? Bon, on est dingue. J'exagère à peine. La société est malade de son rapport au temps. Voilà. Je passe parce que la société malade de son rapport au temps. Mais de la même manière, je crois que la société est désormais désorientée dans le temps, désorientée dans l'espace. Malade de son rapport à l'espace. Imaginez que je vous supprime, à partir de ce soir, votre GPS. Ah non? D'accord? Alors, je vous donne mon adresse, et vous venez chez moi, hein? D'accord? Mais vous n'avez pas de GPS, et évidemment, depuis qu'on a des GPS, il y a longtemps qu'on n'a plus de carte dans nos bagnoles. Eh ben voilà. Alors, société malade de son rapport à l'espace, comment pourrions-nous nous orienter aujourd'hui dans un univers, dans l'univers de la traçabilité? Immédiateté, traçabilité. Voilà. Traçabilité, à tout moment, grâce au GPS, au téléphone, au machin, etc., etc., à la géolocalisation, à tout moment, Monsieur Data sait évidemment où je suis, avec qui, chut, soyez sympa, ne le dites pas à n'importe qui, d'accord, avec qui et par conséquent où je vais, pourquoi, comment, etc. D'accord? À tel point que, comme moi vous avez dû tester, des parkings dans lesquels vous rentrez désormais, lecture de la plaque minéralogique. Alors, on lit la plaque minéralogique, très bien, et puis alors on a encore un ticket au cas où ça ne marcherait pas, mais on lit la plaque minéralogique, et puis ensuite, quand vous ressortez du parking 2 heures après, vous n'avez pas besoin de mettre le ticket, parce que lecture de la plaque minéralogique, paf, ça s'ouvre, et vous pouvez sortir, parce que vous avez payé. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin de mettre le ticket. L'étape d'après, cette géolocalisation fabuleuse, l'étape d'après sera que vous aurez rentré une fois votre numéro de compte en banque, ou votre numéro de téléphone, c'est pareil désormais, puisque vous pouvez partout payer avec votre téléphone. Vous aurez rentré votre numéro de quelque chose, et puis vous entrerez au parking, le numéro de la plaque minéralogique et le numéro de seront confondus, d'accord? Et hop, prélèvement automatique sur votre compte en banque, et vous pourrez partir. D'accord? Alors, géolocalisation, GPS, dans des GPS, orientation devenue impossible sans l'outil d'orientation, au point que, alors, je ne parle pas de ceux qui sont aujourd'hui les plus vieux de cette assemblée ou ceux qui les suivent de près, parce que eux, ils savent encore ce que c'est qu'une carte. Peut-être. Mais alors, vos enfants ou vos petits-enfants, terminé. Ils n'ont jamais déplié une carte en disant « c'est fini, maintenant on ne s'engueule plus parce que les femmes ne savent pas lire les cartes, on s'engueule parce que ce connard qui est au volant, il ne suit pas ce que dit le GPS. » C'est quand même dingue ça. Avant, au moins, on avait une bonne raison, mais là, maintenant, ben c'est... Vous voyez, GPS. Alors, faites demi-tour dès que possible. Et ce que ne dit jamais le GPS de manière explicite, mais ce qu'il nous fait faire tout le temps, c'est aller à droite pour aller à gauche. Je suis sur la route, machin, je veux aller là, il faut que je passe par là. Enfin, c'est insupportable. C'est là que je vais. D'accord? Et bien voilà, désorientation dans l'espace. D'autant que nous avons à circuler comme ça dans des bagnoles et machin, d'accord, avec le GPS, dans des zones périurbaines notamment,
qui sont identiques. Partout, vous avez une rocade, et puis à gauche le magasin ceci, à droite le magasin cela, un peu plus loin l'autre magasin, encore après, voilà. Du coup, autrefois nous avions des points de repère. T'as vu, là on arrive à dans telle ville, parce que l'entrée dans telle ville, elle était reconnaissable. Ah, mais il y a longtemps que depuis, ce n'est plus, depuis qu'on a construit tel machin, tel truc, c'est plus reconnaissable. D'accord? Il y a quelques mois, je suis allé à... Enfin, 2 ans maintenant, c'est pas quelques mois, oui. Je suis allé à Varsovie, formidable, faire une conférence. J'étais ému comme tout d'aller là-bas, voilà. Et très gentiment, on m'a invité, on m'a donné un hôtel, on m'a... je suis arrivé le soir, il était tard. Le lendemain matin, je sors de l'hôtel, je regarde, oh la vache, en face de moi, Castorama, Crédit Agricole. Et je me retourne, hôtel Ibis. Alors, Ibis, Casto. Attendez, je vous assure que c'est vrai. Bon, alors après tout, ils ont bien le droit d'aller faire des affaires là-bas. Mais comment voulez-vous qu'on ait des repères dans l'espace? Et les repères dans l'espace, nous les perdons. Je parle, moi non, hein, mais les autres, oui. Nous les perdons. Les villes restructurent leur plan de circulation, le plan piétonnier, le machin, etc. Ce qui fait que, pour aller là-bas, il faut que j'accepte un manque de logique absolument total, d'accord, qui me désoriente réellement, d'accord? Et comment pourrions-nous nous orienter dans... Et puis toujours rapport à l'espace, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez vers Paris, et vous voyez s'allumer un panneau au-dessus de l'autoroute qui vous dit vous êtes à 1h30 de Paris-Notre-Dame. Oh, c'est pas mal, on a bien roulé, hein? Bon, 1h30 de Paris-Notre-Dame, alors on continue, etc. Et puis vous roulez, puis au bout d'un petit moment, vous voyez un panneau qui vous dit vous êtes à 1h45 de Paris-Notre-Dame. C'est-à-dire qu'on ne mesure plus la distance en kilomètres, mais on la mesure en temps de parcours, ce qui vous fait dire que Rome est désormais à 2 heures de Paris, que Bruxelles est à... etc., ou que Carcassonne est à 4 heures de... Bref. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on nous a fait croire qu'on raccourcissait des distances que nous n'avons fait qu'augmenter. D'accord? Alors on se posera plein de questions ensuite sur l'équivalent carbone de ces déplacements, sur la pollution, sur la préservation. Bon. Donc, on mesure la distance en temps dans une société désorientée dans le temps. Comment voulez-vous qu'elle ne soit pas désorientée dans l'espace? Alors, ceci nous amène à vivre ce que j'aime bien appeler un nomadisme moderne qui nous invite à être constamment, partout, nulle part. Tu m'appelles d'où? Bah, de mon portable. Partout, nulle part. D'accord? Voilà. Et c'est condensé dans cette réponse. Tu m'appelles d'où? De mon portable. Mon portable, il est partout, nulle part. Désorientation dans l'espace, dans le temps, désorientation dans l'espace, et regardez comment vos petits-enfants ne savent plus si Marseille est au nord ou au sud de Paris, si Toulouse est à gauche ou à droite de Strasbourg, si Nantes est au-dessus de Toulouse ou Toulouse au sud de Lille. Oui, mais comment le sauraient-ils si on n'ouvre pas avec eux une carte pour prendre le temps de lire la carte? Mais attendez, prendre le temps... Partout, nulle part. Il y a quelque temps, j'étais dans le train et j'avais en face de moi un couple de jeunes trentenaires, un jeune homme, une jeune femme, magnifiques, superbes, très beaux l'un et l'autre, évidemment amoureux l'un de l'autre, etc. Alors, je faisais Poitiers,
Poitiers-Lyon. Poitiers-Lyon. Voilà. Donc 3 heures, un peu plus de train, et on a fait 3 heures. Je ne crois pas qu'en 3 heures, il se soit adressé la parole plus de 10 secondes en tout. D'accord? Ils ont passé le nez, l'un dans son téléphone, l'autre sur sa tablette. Ça vaut le coup de s'aimer, hein, quand même. Hein, d'accord? Et en arrivant à Lyon, le jeune homme qui avait la tablette sort, enfin, tape le coude de sa copine, de son amie, et lui dit « Regarde ». Alors, moi j'avance un petit peu le nez, je regarde aussi, et il était en train de lui montrer Notre-Dame de Fourvière, etc. C'est-à-dire les monuments principaux de Lyon. Voilà. À quoi ça sert d'y aller, puisqu'il les a dans sa tablette? D'accord? Un jour, un de mes petits-enfants comme ça m'appelle au téléphone, il avait 7 ans, et il me dit « Grand-père, est-ce que tu as déjà visité le phare d'Alexandrie ?» Pardon? Est-ce que tu as déjà visité le phare d'Alexandrie? Alors attendez, le temps que j'atterrisse quand même, le phare d'Alexandrie, le phare d'Alexandrie... Je dis, ben non, attends, je ne peux pas visiter le phare d'Alexandrie, il est détruit depuis... Ah, mais moi j'ai visité. Ah bon? Et comment as-tu fait alors? Eh bien avec papa, on est allé sur Internet, et puis il a trouvé un site avec une reconstitution extraordinaire du phare d'Alexandrie, d'accord? Et il dit, j'ai visité le phare d'Alexandrie. Et vous voyez là d'un seul coup une illustration merveilleuse de la désorientation dans le temps, puisqu'il est détruit depuis 700 et quelques, avant Jésus-Christ, d'accord? Et puis, désorientation dans l'espace, parce que... Bref. Alors, cette désorientation dans le temps, dans l'espace, elle a pour effet d'engendrer ce que je vais appeler une amnésie collective dont nous souffrons grandement. Alors, amnésie collective, ça peut paraître drôle. J'ai pris conscience de cela à plusieurs reprises. Une des premières fois où j'en ai vraiment pris conscience, il y a de cela, allez, 10 ans. Donc on était en 2009, 2008, 2010, ça m'est égal, mais environ. Je donnais un cours dans un IFSI, alors ce qu'on appelait encore à l'époque une école d'infirmières. Hein, mais Institut de formation en soins infirmiers, très bien, je donnais un cours et j'évoquais des choses comme ça. Et je voyais bien que, alors j'avais un amphi devant moi, 300 personnes, voilà, et je voyais bien que les étudiants à qui je m'adressais résistaient, enfin je voyais bien que ça passait pas, ça accrochait pas. Alors je leur dis, amnésie collective, je leur dis, allez, je vais prendre un exemple. Allez, chute du mur de Berlin, quelle année? 89. Oui, mais vous n'êtes pas étudiant. Chute du mur de Berlin, j'ai 300 personnes devant moi, ils ont entre 20 et 30 ans, d'accord? Il y a 10 ans, IFSI. Donc, silence, voilà. Et puis, alors je les provoque, et au bout d'un moment, il y en a un qui me dit « Ah oui, 1947 ». Alors, 47, c'est à peu près l'année de la construction, quoi, hein? Bon, donc, alors, chute du mur de Berlin, donc je continue et je leur dis, bah, attendez, je vais vous donner un indice. Rostropovitch. Hein? Rostropovitch, disparu de la circulation. D'accord? Alors je leur dis, bah, attendez, je vous en donne un autre. Les Pink Floyd. Pink Floyd. Rien. D'accord? Rien. Voilà. Vous la voyez, l'amnésie. Et je n'ai pas parlé, parce que je leur dis, un moment après, si je vous dis les Tutsis, quel pays ça? Non. Non. C'est moi qui ai dit Rwanda. D'accord?
Voilà. C'est terrible. Il n'y a eu que 800 000 morts dans ce massacre. Quand même. Eh bien, alors, Manolis Glezos, qui est un jeune homme grec qui doit avoir aujourd'hui 95 ans, je crois, et qui a été, à mes yeux, un immense libérateur de la Grèce, puisque c'est lui qui, le 30 mai 1941, est monté sur l'Acropole pour aller arracher le drapeau nazi, Manolis Glezos, d'accord? Il a cette phrase extraordinaire, et quand il dit « Les peuples qui refusent leur mémoire historique sont condamnés à commettre les mêmes erreurs. » Alors, je ne crois pas pour autant que nous refusions, mais nous confondons la mémoire et l'information, au point que nous sommes capables de dire d'un ordinateur qu'il a une mémoire vive de... Mais non, un ordinateur n'a pas de mémoire. Il a une capacité à stocker des données informatiques. Ah ouais, extraordinaire. C'est autre chose que ma petite tête, on est d'accord. Des milliards de données informatiques. Mais ça, c'est pas une mémoire. Seulement, ça nous arrange de dire mémoire, parce que c'est ce qui nous permet de nous vendre ensuite de l'intelligence artificielle. Ah, mais l'intelligence, non. L'intelligence, c'est ce qui se passe dans vos têtes. Dans la mienne un peu, j'espère, mais dans vos têtes, mais pas dans la tête d'un robot. C'est pas de l'intelligence, c'est de la connectique, c'est... Mais pas... Vous voyez, les stratégies commerciales qui nous manipulent, alors, de manière absolument extraordinaire. Amnésie collective qui nous entraîne dans des confusions, et j'emploie le mot exprès, confusion, maladie d'Alzheimer, dans des confusions absolument gigantesques. Exemple, vous avez combien d'amis sur Facebook? D'accord? Voilà. Alors, des centaines d'amis. Ah oui, mais ami, ça ne veut pas dire ami. Ah bon, alors si ami ne veut pas dire ami, on enlève, et alors? Comment nommer ces gens avec qui vous êtes en connexion? D'accord? Alors, mémoire, désorientation dans le temps, désorientation dans l'espace, bref, trouble de la parole. Alors vous allez dire, oh, trouble de la parole, bon, on voit bien chez les malades d'Alzheimer, il y a des troubles de la parole, quelquefois, qui sont très, très importants. Enfin, alors, j'aime bien prendre référence à Raymond DeVos, qui avait un sketch absolument extraordinaire, dans lequel il disait, mais je vais faire vite, parce qu'autrement je vais prendre trop de temps, moi aussi, dans lequel il disait, moi, c'est pas parce que j'ai rien à dire que je vais me taire. Moi, quand j'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Ah. Eh bien, je connais un certain nombre de malades d'Alzheimer qui sont exactement, qui parlent. Alors, je ne comprends pas ce qu'ils me disent, et pourtant, ils parlent. Alors, je me demande si l'inspecteur régional des affaires sanitaires et sociales auquel j'emprunte le propos qui suit, je me demande s'il n'est pas finalement un grand malade d'Alzheimer. Dans une réunion à laquelle je participais, il disait, je cite, « Il conviendra désormais, je cite, « Il conviendra désormais de placer l'usager au centre du dispositif pour organiser le parcours du patient sur un territoire de soins à l'intérieur de la filière gériatrique dans le respect de son projet individualisé et conformément au projet de territoire en s'appuyant sur les ressources du territoire de santé. » Vous voulez que je reprenne?
Il conviendra désormais de placer l'usager au centre du dispositif pour organiser le parcours du patient sur un territoire de soins à l'intérieur de la filière gériatrie, dans le respect de son projet individualisé et conformément au projet de territoire en s'appuyant sur les ressources du territoire de santé. Moi, quand j'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. En l'écoutant, me revenait une dame malade d'Alzheimer que j'allais voir de temps en temps, et un jour, une aide-soignante, un peu maladroitement à mes yeux, mais bien malin qui pourrait le lui reprocher, lui disait « Alors, madame, vous avez combien de petits-enfants » Et la dame lui répondait « Hein, des petits-enfants? Oh là là! Oh, si j'en ai des petits-enfants! Ah, ben je pense bien que j'en ai des petits-enfants, puis vous savez, ils sont bien, mes petits-enfants, et puis... Et comment ils s'appellent, vos petits-enfants? Hein? Comment ils s'appellent, mes petits-enfants? Ah, ben ils s'appellent tous... Moi, quand je ne peux pas dire, je veux qu'on le sache, et... Vous voyez? Ah! Mais je suis sévère avec l'inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Mais, allez, nos petits-enfants, nos enfants, nous-mêmes peut-être, et puis, je ne parle d'aucun homme politique, hein. Je cite, « Non, mais voilà, après, je veux dire, en même temps, il y a un moment ou un autre, il faut arrêter. » Non, mais voilà, après, je veux dire, en même temps, il y a un moment ou un autre, il faut arrêter. Alors, par exemple, il faut arrêter de rembourser. Oh non. Oh, j'avais dit que je ne ferais pas de pollution. Alors, il y a un moment, un autre, il faut arrêter. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bouillie dans laquelle nous sommes? Est-ce que c'est encore parler? C'est peut-être bien parler pour ne rien dire. Je ne parle pas des forums sur Internet, des chats, etc., de la langue utilisée dans les SMS. D'accord? Je ne parle pas des examens, y compris en fac de médecine, qui sont réduits à des QCM. D'accord? Voyez? Alors, dans les 5 qualités suivantes, cocher